Amis voyageurs, bonjour! On vient de récupérer un nouveau camping-car. 7,20 m de long, 2,35 m de large. Un beau bébé quand même. Bon, pour ceux qui nous connaissent, faut qu'on vous explique quand même un petit peu. On a demandé à certains d'entre vous quelles étaient leurs plus grandes peurs lors de leur premier voyage en camping-car. Le gabarit du véhicule, la sécurité, où aller, où trouver les endroits où dormir, bien gérer l'eau et l'électricité lors de ces voyages et surtout comment être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Et ben vous savez quoi? On va vous emmener avec nous pour un premier voyage en camping-car. Ça fait déjà 12 ans qu'on voyage nous avec un camping-car, mais pas du tout le même gabarit, hein. Le nôtre est beaucoup plus petit. Alors là, nouveau modèle, nouvelle dimension, nouveau repère, donc on reprend tout de zéro et on va essayer de vous montrer comment on évite toutes les galères. Enfin, on espère. Dans 2 secondes ça explose. T'as laissé l'éclat à l'intérieur là, non? Oh, wow, attention, je vais... Hey, attention! Eh ben, let's go! C'est le baptême du feu. Les premiers kilomètres, c'est les plus durs. Il faut être concentré. Puis ce qui fait peur toujours, c'est la longueur de ce véhicule. Donc ce qu'il faut bien que j'ai en tête, c'est que je suis sur une longueur plus de 7 mètres et surtout la hauteur 3,10 m et 2,30 m de large. Là c'est bien, il y a un petit écriteau qui me rappelle ça, ce qu'on vous conseille d'ailleurs parce que sinon on l'oublie et 3,10 m c'est très haut. Bah, au début j'y vais doucement, je prends mon temps. L'idée c'est de faire quelques petits kilomètres tranquillement pour voir comment le véhicule réagit. Déjà, celui-ci braque très bien. Ça c'est un bon point. Il n'y a pas un mot, vous sentez le stress. Premier rond-point. De toute façon, je suis gros, vous allez me laisser passer, non? C'est peut-être l'avantage. Hein. T'as pas 70 ans, donc non, ils ont confiance en toi. Attends, je vais me teindre les cheveux. Double rond-point. Double rond-point, allez. Non mais en vrai, ça va. Hein. Moi, je me sens en sécurité parce que déjà, les rétros sont grands. Il y a les angles morts sur chaque rétro. Donc je vois tout ce qui se passe. Surtout, ce qui peut faire peur, c'est la marche arrière, mais il y a un super radar de recul. Donc, qu'est-ce que tu dirais là? mes conseils, c'est d'y aller tranquille, quoi. Faire des premiers pas, les premiers kilomètres. Pourquoi pas, si vous avez cette chance, là c'est pas le cas, chez le concessionnaire par exemple, de faire quelques mètres sur un parking. Vous prenez en main, vous faites quelques tours, marche avant, marche arrière, ça vous évitera d'avoir des gens pressés qui sortent du boulot. À ta droite, il va te faire une petite queue de poisson. Allez, je fais un petit tour gratuit. Prendre en main le véhicule et puis bien le sentir, voir comment il réagit surtout. Ne serait-ce que les vitesses, la motorisation, c'est pas la même, hein, selon que ce soit Fiat, Peugeot, Citroën, etc. Il y a des choses qui changent. Hein. Il y a des camping-cars qui sont un peu plus brusques que d'autres. T'as l'air d'être vachement serein en tout cas. Ouais, c'est vrai que je suis serein. Je parle à la caméra en même temps que je vous explique. Après, ça fait quelques années qu'on teste des véhicules sur la chaîne, donc d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Vous allez voir d'autres véhicules, camping-cars, van, fourgons. Il y a plein de vidéos assez sympas. Ah bah tiens, une voilà. On vous ment pas. Hein. Allez hop, voilà. Tac, qu'est-ce qui se passe? Avec premier mètre, on voulait aller faire les courses juste à côté pour remplir le frigo. Barre de hauteur, 2,60 m. Je fais, si vous avez bien suivi, 3,10 m. Donc je peux pas passer. Donc là, tu vas te garer un petit peu plus loin, je pense. Donc je vais me garer un peu plus loin. Ah oui, ça aussi, un conseil. Selon les véhicules, on ne sait pas trop ce qu'on a comme nez. Donc là, mon conseil, ce serait d'avoir une bonne copilote qui aille voir devant et puis qui me dise si je suis prêt ou pas. Moi? Oui. Alors, Pauline, j'ai encore un peu de place ou pas devant? C'est bon, tu peux y aller. Je suis pas rassuré. D'accord, c'est bon? Stop. Et à l'arrière? Et à l'arrière, c'est comment? Est-ce que je dépasse pas trop? Alors là, c'est le moment où c'est un petit peu gênant parce que je sais pas si c'est problématique que ça dépasse un peu comme ça. Tu dépasses quand même un peu. Eh mais ils veulent pas de nous sur le parking principal, comment je fais moi? Après, ça gêne pas, c'est juste que... Ouais, c'est juste que si on nous tape l'arrière... En fait, moi j'aime pas, c'est pas mon véhicule, alors là je vais être vraiment très prudente. Déjà, l'avantage c'est qu'on est garé à côté du distributeur d'œufs. Ouais, on va aller chercher des œufs. On va déjà faire ça, on fait une omelette ce soir, c'est tout. On va pas mettre les œufs dans le même panier. T'en dis quoi toi? C'est pas moi, c'est pas mon camping-car. Il a fait beau depuis 2 semaines et là c'est les gros giboulées. On est à l'abri. Bah super, c'est déjà tout mouillé ici. Qu'est-ce qu'on fait? Si Intermarché veut pas de nous, peut-être qu'on va aller voir chez Leclerc. On a déjà un fond de course, c'est juste de faire la pointe, donc on n'a pas besoin d'aller dans un grand magasin. Bah, on va regarder ce qu'il y a autour. C'est pas le problème d'un grand magasin, c'est le problème d'avoir la place pour nous garer.
En fait, vous allez vite vous rendre compte que la longueur du véhicule, c'est pas tant un problème, ça se conduit quand même très bien. Comme une voiture, si on anticipe suffisamment, si on roule cool, si à l'approche des croisements, on lève vraiment le pied du frein pour pas freiner de façon brusque, on le verra sûrement, mais tout bouge à l'arrière. Et aussi dans les ronds-points, il va falloir faire attention parce qu'il y a un petit porte-à-faux à l'arrière dans le cas de ce véhicule-là, donc il faut faire attention à l'angle de braquage. Même chose quand vous allez vous garer, mais après, sur la longueur, ça va vraiment très vite rentrer. Par contre, la largeur va rester souvent un petit problème parce que vous prenez de la place sur la route. Donc là, il va falloir vraiment veiller à être bien situé en regardant sur les rétros. Je viens de me faire klaxonner parce que j'ai pris mon rond-point un peu trop large. C'est vrai que j'essaie de pas trop raser les bords, mais je sais pas trop encore comment me positionner sur la route. C'est magnifique ces couleurs, orageuses. 2,10 m, pas possible. C'est l'heure de la petite balade pour Ulysse. J'avais vu un petit arrêt pour les camping-cars avec un petit pictogramme, vous savez, bleu. Mais sauf que c'est une aire de camping-car et elle est payante. Donc je vais quand même pas payer pour aller balader Ulysse. Et le parking, vous l'avez vu, il n'est pas possible puisque c'est 2,10 m de haut. Et les places de parking qui sont ici, elles sont réservées restaurant. Donc autant dire que je fais demi-tour. Mince, vraiment, il n'y a pas moyen, il n'y a pas un parking qui a pas de bar? Ah bah non, c'est pas possible ma bonne dame. Mais non. On va faire le tour, mais vous voyez, faut anticiper. Ah ouais. Et ça, c'est sens interdit. Ah, comme c'est sens interdit. Bah, faut que je ressorte quand même. On coupera. Bon. Merci. Non, mais c'est pour les gens qui veulent se balader comme nous. Ah, merci. Alors, en camping-car, vous l'avez vu, on prend de la place. Donc, si on peut être le moins chiant possible, ce serait bien. Donc, sur un parking comme ça, on a la chance d'avoir des places tout le long. Donc, pour éviter de prendre 2 places de parking et de voiture au milieu, je vais me garer sur ces places en long et j'embêterai personne. Un peu de civilité ne fait jamais de mal. On est bien là, on va dormir ici, non? On a déjà marre des manœuvres. Petit coup de barre là. Petite confidence, c'est l'heure de la pause pipi et je suis en train de me dire que j'espère qu'ils ont mis des pastilles pour les toilettes parce qu'on a oublié d'en prendre. Sinon c'est la cata. Hein. Déjà sympa l'espace. Change de swingy. Oui, tu peux m'allumer les lumières s'il te plaît et la pompe à eau? Oui. Pompe à eau 12 volts. Alors, quand vous arrivez dans un camping-car, il y a un petit panneau de contrôle qui est juste là et qui commande les éclairages, la pompe, etc. Donc là, je vais l'allumer. Wow. Oh, quelle ambiance. Hey, c'est beau, hein. Il est sympa cet hôtel. Il y a la notice des toilettes, mais... Ah si, c'est bon. Bon, je vous montre tout. C'est bon, il y avait ce qu'il faut. La version pastille solide et la version liquide. Ah ouais, vous avez le choix. Est-ce qu'on en parle de cet intérieur? Et je trouve vraiment trop bien. Super lumineux, t'as vu? Ouais, Parce qu'en franchement, fait... point positif pour la déco lumineuse. Et moi, je suis très sensible à la lumière. Alors. Parce qu'en fait, depuis qu'on est arrivé, on n'a même pas encore regardé ce camping-car. Moi, je sais pas toi, hein, mais t'as rangé quelques trucs, mais je sais même pas comment il est, quoi. J'achète sur catalogue, moi, je m'en fous. Oh, wow, attention, Oh, j'ai failli l'assommer. Hey, attention. Ali Pavillon. Oh, trop bien, wow. ouais. Attends, il est pas un peu... Attends, il y a un bizarre, problème ça, là. je comprends pas. Qui va nous bloquer le lit. Non, mais attends. Les sièges, c'est tout. Ok. Ah oui, d'accord, faut... Et puis ça, c'est quoi? Ah oui, c'est pour baisser la table ou lever la table? Waouh. Vas-y. La table, elle se baisse, elle Ça, on se n'avait lève jamais vu, automatiquement. hein. Classe, hein. Ah, mais c'est trop bien, ça évite de se casser le dos. Et la question est, ce soir, allons-nous dormir dans le lit pavillon ou le lit à l'arrière? Bah ça, on sait pas encore. Réponse tout à l'heure. Eh mais il est super haut le trône. Je touche pas. Je touche pas par terre. Tu touches pas terre? Non, je suis en lévitation. Bon, bah la nuit commence à tomber. Il serait peut-être temps de penser où on va dormir ce soir, non? Oui, on aurait pu rester ici, mais c'est un parking, donc on sait pas demain matin si ça sera agité ou pas. C'est pas forcément l'endroit idéal pour dormir. On sait pas si on est toléré aussi d'ailleurs. Et c'est vrai que ça c'est une crainte de beaucoup. Je sais quand arrive la première nuit, on se dit, mais en fait sur le papier, on s'imagine au bord d'un lac avec les petits oiseaux qui chantent, pépère, etc. Mais en pratique, Même air aussi. Même air aussi. On se demande comment on fait en fait, comment je trouve mon spot, est-ce que je peux me mettre à un endroit, est-ce que c'est autorisé, tout simplement, mais comment je trouve l'endroit où je vais dormir. Alors nous, on aime bien trouver des petits endroits au calme, se mettre un petit peu retiré de la civilisation, on va dire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui angoisse
angoisse beaucoup de monde, je sais. De se mettre au calme. De se mettre, non, mais de trouver un endroit où tu sois bien. C'est pas toujours simple. Et surtout, c'est pas toujours simple. Et surtout, comment le trouver? On avoue un tout petit peu moins à l'aise que si on avait un petit camping-car qui se faufile et qui est un tout petit peu plus discret. Donc on va essayer de chercher un endroit qui soit discret et qui gêne personne. Là, je vous avoue, pour la première nuit, on va pas chercher compliqué parce que, voilà, entre les premières émotions de la conduite, on a tout installé. Le temps de se poser aussi, de prendre bien connaissance du véhicule, comment ça fonctionne. Puis avec la nuit qui tombe, vous savez quoi, on va aller à l'essentiel. Hein. On va faire simple, on va peut-être oublier les petits oiseaux et le petit lac Pépère Mémère au bord de l'étang. Ouais, ce sera peut-être goudron avec Pépère et Mémère d'ailleurs. On verra. Alors là, comment on fait dans ces cas-là qui sont un petit peu des cas urgents? À force de vous parler, il va vraiment faire nuit. Nous, on utilise Park4Night et on n'est pas les seuls. Park4Night, hein, pour les... C'est pour les vieux. Ouais, c'est même pas nous et puis les autres. C'est une appli qui est incontournable aujourd'hui. Park4Night, tout le monde l'utilise et c'est une application qui vous référence les parkings, les aires gratuites, payantes, avec service, sans service, les campings et même parfois les logements chez l'habitant. Bon, je précise tout de suite aussi sur Park4Night, il y a des spots nature avec les petits sapins. Ça, c'est pas des spots qui sont officiels, hein. C'est une appli qui est communautaire, donc chacun va mettre ses spots et les partager. Donc ça, je vous mets en garde. Faites attention encore une fois, à chaque fois si vous y allez, que ça ne gêne pas le voisinage, d'être respectueux des lieux, avec bien sûr ne pas laisser ses déchets, de pas sortir son matériel. On fait pas du camping, donc voilà, je vous alerte là-dessus parce qu'il y a malheureusement, comme on est de plus en plus nombreux à aller sur les routes, de plus en plus de dérives. Donc là, je vais mettre mon petit filtre puisqu'on va aller, comme on l'a dit, à l'essentiel. Je vais regarder ce qu'il y a au niveau des aires. J'avoue qu'une petite aire gratuite, quand même, ça ferait pas de mal, non? Vu le prix du carburant. Vu le prix du carburant en ce moment, allez, on va regarder ce qu'il y a dans le coin. Là, justement, il y en a une. Alors, l'avantage, c'est que je peux voir les photos, à quoi ça ressemble. Écoute, ce sera fonctionnel, dirons-nous. En tout cas, il y a de l'eau, l'électricité, mais nous, on n'en a pas besoin. On va aller voir ce que ça donne. C'est à 10-15 minutes d'ici et on sera fixé. Et puis bien sûr, on ne sait pas à l'avance si ce sera plein ou pas, parce que c'est possible qu'on se tape un vent, comme on dit dans le jargon. Le trottoir. Non, pas le trottoir, ce serait bien. Si jamais c'est plein, faudra trouver une solution, et là je vous avoue que ça sera un petit peu compliqué. Le petit Simon, il a paramétré Android Auto sur son nouveau camping-car, il a son trajet sur l'écran, ça c'est parfait. Et tu sais qu'on est sur le parking là, si demain il ferme la barrière... C'est pour ça qu'on ne peut pas rester ici aussi, on ne sait jamais. Mais je pense pas, je pense qu'ici il la laisse ouverte. En tout cas, on laisse un petit fourgon finlandais qui visiblement va passer la nuit ici. Par rapport à l'appli Park4Night, donc qui est très pratique pour trouver des endroits où dormir, officiels et moins officiels. Donc on a plusieurs icônes, que les aires de stationnement et de service officiels, mais aussi l'icône sapin vert. Et l'icône sapin vert, elle correspond en fait à des endroits naturels qui sont pas forcément faits pour que vous y gariez. C'est pas un lieu de campement, ni même un lieu de stationnement pour camping-car. Mais comme c'est une appli communautaire, les gens mettent un petit peu des endroits où ils sont tranquille et on est toléré, on va dire, à bivouaquer. Mais en aucun cas, il faut avoir d'attitude de camping quand vous vous mettez sur ces endroits-là, parce que tout simplement, c'est pas fait pour nous. Donc, quand on est dans ce genre d'endroit, on stationne, mais on ne campe pas et surtout on est discret. Et quand il y a plus de un camping-car, on s'en va. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'après ça donne une mauvaise image de la communauté de camping-caristes et autres fourgonnistes et même personnes en van, parce que les gens, les voisinages, ceux qui entourent ces endroits-là, en ont marre de voir des véhicules qui sont toujours garés au même endroit et qui s'attroupent. Donc ça c'est très important de vous le dire, s'il vous plaît. Si vous débutez en camping-car, pensez vraiment à respecter vraiment l'entourage, les voisinages. Et pour ça, les maîtres mots, c'est respect et discrétion. Sinon, on pourra plus voyager en camping-car. Sinon, on pourra plus voyager en camping-car. Bon, ça y est, c'est le petit moment où je commence à serrer les fesses parce que on va sur des routes qui sont un peu plus étroites avec des dodanes. Et du coup, je fais attention et encore une fois, comme je connais pas trop la largeur, je fais doucement. Mais des fois, ça gêne un peu les gens. Pas envie d'être un boulet. Quand c'est comme ça, vous voyez que vous gênez un peu, d'ailleurs, ne faites pas le boulet, hein. Il faut se mettre un petit peu sur le bas-côté, on laisse passer les gens, comme ça, tout le monde est content. Première prise en main du véhicule, je conduis déjà sous la pluie, dans la nuit, dans le vent. Je suis pas sûr qu'on vous conseille ça, hein. Prenez votre véhicule le matin, ça vous laisse un petit peu plus de marge. Oh là là, oui, le faites pas du tout, j'ai pris un sens interdit.
Non, mais t'as commencé à t'engager, puis t'as pas voulu freiner d'un coup pour le gars derrière. Bah, oui, j'ai cru que j'ai cru que la route était toute droite. J'ai le GPS. Hein. Et puis, oui, j'ai pas voulu piler parce que j'étais suivi. Il est temps qu'on arrive. Hein. Ah bah super les experts, les péripéties. Ça fait 12 ans qu'ils voyagent en camping-car, ils prennent encore des sens interdits. Suivez peut-être pas forcément tous nos conseils au final. Hein. Wow, wow, wow. Ah là là, c'est tout ce que je redoute là. Ok, il y a de l'herbe et il est sympa. Merci. Un petit coucou ne fait jamais de mal. T'as calé là? J'ai calé, ouais. Oh. Il démarre fort un peu les péripodes là, non? Oh, le baptême du feu. Je passe carrément dans un tunnel. Non mais c'est une blague l'itinéraire là. T'as fait exprès Pauline, non? Non, c'est pas moi. C'est là qu'on a accepté. Oh, le tournant. Ouais, mais le problème c'est que... Ok. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on est arrivé à l'aire de service et de stationnement de camping-car. La mauvaise, c'est qu'il reste une seule place. Et c'est vraiment au milieu de plein de véhicules. Et ça, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on n'aime pas trop. Alors j'hésite entre la sûreté, on est là, il fait déjà nuit, on sera posé, mais on va se laver les dents avec vue sur le voisin, ça c'est clair et net. Hein. Si on cherche autre chose, est-ce qu'on va trouver? Je sais pas. Vous voyez, c'est le dilemme, on vous en parlera tout à l'heure, il faut anticiper, il y a d'autres solutions qui peuvent être parfois mieux. Qu'est-ce qu'on fait, Pauline? On a choisi la voie de la sagesse. On s'est garé ici, on est en sécurité, c'est plutôt tranquille. Et puis surtout, je suis fatigué. Le conseil, c'est d'anticiper aussi les distances parce que comme on connaît pas le véhicule, on peut pas forcément rouler sur les routes à 80. J'y suis allé plus doucement, plus prudemment, donc j'ai mis plus de temps que prévu. Pauline, tu crois pas que c'est le moment de déplier ta cocotte en papier? Il est très très fier de sa blague. Franchement, c'est bien plié, hein. Bravo, hein. Tu es un blagueur. Pas faux. Je vais mettre le chauffage parce qu'il fait un peu froid et je prie pour que la bouteille de gaz soit déjà ouverte parce que j'ai pas envie d'aller dehors, il pleut. Alors mon petit panneau de contrôle, c'est marqué chauffage, c'est pratique. Allez, je le mets en écho. Oui. 21. 18, c'est bien, non? Un peu chaud, 21, non? 19. On va mettre 19. Ok, j'ai appuyé dessus. Est-ce que ça s'est mis en route là? Je sais pas du coup. J'ai entendu clic-clic. Je sais pas si c'est la sécurité ou... La sécurité. Oui, parce qu'il y a une sécurité. Je pense que c'est bon. Hein. Oui, c'est bon, j'entends. On entend là. De toute façon, si jamais ça ne fonctionne pas, ça va se mettre en sécurité. Moi, ça a l'air de fonctionner. Si ça fonctionne pas, ça peut être quoi? La vanne EGR. Il est con. Il me fatigue. C'est toi l'expert de la technique, Pauline. Vas-y, je te fais cette fleur. Non, mais si ça fonctionne pas, c'est soit que la vanne, pas EGR, mais la vanne de gaz est fermée, donc il faut aller ouvrir à la bouteille. Ou soit que l'entrée est obstruée. Quand vous avez un véhicule, il y a un petit cache à enlever, un cache en plastique. Sinon, ça se met en sécurité. Là, j'ai regardé, il était déjà enlevé. Ça y est, on entend. C'est la ventilation, donc ça chauffe. Je vais pouvoir enlever mon manteau. C'est donc l'heure de l'apéro et d'ailleurs ça me fait penser qu'on a oublié de mettre le frigo. Alors celui-ci fonctionne à la fois soit sur électricité, soit sur gaz. Ça fonctionne sur électricité quand il est branché. Là c'est la partie gaz, je vais le mettre à 2 crans. Ah, il y a un problème, le frigo clignote. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a peut-être un truc à activer? J'entends un petit tic-tic là. Bon, c'est bon normalement. Ben non, il clignote encore. Le frigo se met en sécurité. Il y a en fait 3 modes de fonctionnement sur la batterie, sur le gaz et quand on est branché en 220 volts. Là sur le gaz visiblement ça fonctionne pas donc je vais essayer sur la batterie mais j'ai peur que ça tire sur la batterie. Surtout que là il fait nuit donc il n'y a pas de panneau solaire pour recharger la batterie. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Hein. C'est parfois le problème avec l'électronique, on comprend pas toujours tout. Alors là moi mon premier conseil normalement c'est de tester les équipements avant de partir et avant de partir il faut regarder quand même le frigo. Mais erreur 3 donc on va essayer de trouver le petit manuel et on va trouver la solution. Ne vous inquiétez pas grâce à vanne manuel. EGR, c'est sûr. Je vais m'occuper de ça.
Donc là, on a trouvé une solution grâce à Park4Night. C'est vraiment, ça dépanne bien parce qu'on a trouvé rapidement une solution de stationnement pour ce soir. Mais sachez sinon qu'il y a plein d'autres façons de trouver des endroits pour dormir la nuit. Je pense notamment des endroits super sympas qui sont aussi également sécurisés. C'est France Passion. Donc ça, c'est du stationnement à la ferme chez des agriculteurs et producteurs en France. Vous adhérez à l'année et après, vous pouvez stationner sur des étapes partout en France. On en a déjà souvent parlé sur la chaîne. Vous pouvez regarder dans nos vidéos. On affiche les vidéos ou les playlists juste là. Ah oui, petite parenthèse, si vous allez voir la vidéo sur France Passion, sachez qu'on n'est plus partenaire, donc il n'y a plus le code de réduction qui... C'est vrai que vous êtes pas mal à nous avoir demandé ces derniers temps pour la préparation de vos voyages, donc sachez que malheureusement, vous pouvez plus avoir accès à ce code promo. Il fallait que je vous le précise parce que sinon on allait avoir plusieurs demandes. C'est vrai que vous êtes pas mal à nous demander, notamment pour pouvoir nous soutenir, et si vous voulez nous soutenir, passez par d'autres liens d'affiliation qui sont dans la description ou ceux qu'on vous cite. C'est des choses qui soutiennent nos aventures et forcément ces vidéos. Ou pourquoi pas faire aussi un petit tour sur la boutique si ça vous dit. Allez, on passe à la suite. Ensuite, on a une solution qu'on aime aussi, nous avec Simon, c'est Camp Space. J'allais dire Home Camper, mais c'est maintenant Camp Space. Donc ça, c'est pareil, c'est chez des personnes, mais c'est chez des particuliers qui louent un morceau de terrain ou un morceau de chez eux. Alors c'est payant, vous payez à l'étape entre 5 jusqu'à 20, 25, 30 euros. Des fois, il y en a qui s'enflamment un petit peu, j'avoue, mais c'est quand même des solutions où vous allez trouver des endroits sympas, sécurisés et pas les uns sur les autres. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis après, vous avez un tas d'applications qui référencent comme Park4Night les campings, les aires de stationnement et de service, les services ou les parkings. Donc voilà, n'hésitez pas un petit peu, mais là, en gros, avec ces trois solutions-là, vous avez vraiment de quoi faire, d'avoir quelque chose de sympathique et en même temps d'assez sécurisé. Si vous avez peur, encore une fois, dans les premiers temps, c'est vrai qu'on hésite à se lancer à l'aventure, mais là, grâce aux commentaires, en plus, vous pouvez voir est-ce que c'est plat, est-ce qu'il y a du bruit, est-ce qu'il y a une route à côté, il y a même des photos, donc c'est vraiment tout bien pour pouvoir savoir où vous mettez les pieds, enfin plutôt les roues. Donc n'hésitez pas, encore une fois, comme l'a dit Simon tout à l'heure, à anticiper un petit peu. Ça veut pas dire savoir toutes vos étapes à l'avance, on y reviendra un petit peu comment on organise nos road trips dans cette vidéo, mais d'avoir la veille ou l'avant-veille sélectionné quelques points qui vous intéressent, des points de chute où vous pouvez faire étape la nuit. Ça c'est un bon tips, et comme ça vous serez pas à l'arrache et vous pourrez avoir des solutions de repli s'il y a une solution qui ne vous plaît pas, par exemple si vous sentez pas ou si vous n'aimez pas, ou comme me souffle Simon, si elle est complète. Parce que là, il restait qu'une place. Donc pour résumer, en gros, il y a 5 types de stationnement: les aires officielles, les campings, chez les producteurs, chez les particuliers et ce qu'on appelle le camping sauvage, le camping libre. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais je pense que c'est pas ce qui doit vous préoccuper quand vous débutez en camping-car. Il vaut mieux commencer par les solutions officielles, là où vous vous sentez bien. Et après, par la suite, vous allez commencer à trouver un petit peu vos endroits où vous mettre vous-même. Mais c'est vraiment typiquement le genre d'endroit où pour une première nuit vous êtes parfaitement en sécurité. Donc voilà, qu'à fermer le camping-car et dormir sur ses deux oreilles. Allez, bonne nuit. Oula, à ma coupe de cheveux, vous voyez que c'est le matin. Contrairement à ma tête, j'ai bien dormi. Je suis déjà dehors pour aller mettre le gaz parce qu'on a oublié de le mettre hier soir. Et pour faire le café, il faut du gaz. J'ouvre la bouteille, je pense, puisque pour l'instant, il n'y a pas de gaz qui sort des plaques. Est-ce que c'est là? Non, ça c'est la cassette des toilettes. C'est ici. Là, on n'a qu'une bouteille. L'autre est dans la soute. Il faut que je l'ouvre ici, normalement. C'est bon, j'ai entendu le petit bruit d'air. Normalement, c'est bon. Alors, verdict. Yes, on va pouvoir avoir un café. Et je viens de lancer le frigo. Cette fois, il fonctionne aussi. Plus d'alerte sécurité. Donc ça, c'était l'erreur de débutant. Ne pas oublier d'ouvrir la bouteille de gaz. Ou des fois, il y a même un petit titi en plastique tout en bas de la vanne à pousser. Ça fait un petit coup d'air. Et là, le gaz se libère. Bon, le café le matin, c'est sacré. Tout comme le gaz d'ailleurs quand on voyage en camping-car. Et ici dans celui-ci il y a 2 bouteilles de gaz propane, c'est des bouteilles marron. C'est des bouteilles de 13 kg, ça fait je crois à peu près 20 litres de gaz par bouteille. Sauf qu'il n'y a pas d'inverseur automatique entre les deux. Il n'y a qu'une seule bouteille qui est branchée. Donc quand celle-ci sera vide, il faudra la changer. C'est vrai que l'inverseur automatique il est super pratique. On en a un nous sur nos 2 bouteilles de GPL. Ça évite de changer comme ça et de se tordre le dos trop souvent. En tout cas je vous disais que le gaz il était important parce que ça fait forcément fonctionner, on l'a vu, le frigo. Ah bah d'ailleurs, l'eau elle est chaude là. Ah, le chauffe-eau a dû se mettre en même temps. Le gaz c'est donc pour l'eau chaude, celle de la douche, de la vaisselle
le frigo et la gazinière pour cuisiner. D'ailleurs, faut pas que j'oublie de mettre mon café. Et puis, on était en train de se demander, comme hier soir, le chauffage a fonctionné alors qu'il n'y avait pas de gaz, c'est sans doute que le chauffage, il est indépendant. C'est possible que ce soit un chauffage sur carburant. Eh oui. De même que si tu dis que l'eau est chaude, est-ce que l'eau chaude et donc le chauffage ne sont pas sur le carburant, type Webasto? Ça, on va regarder et on vous redira. Ouais, vu le prix du carburant, on va peut-être remettre un pull et baisser le chauffage, hein, Pauline. Vous saurez qu'il y a différentes énergies disponibles qui font fonctionner différents équipements, c'est comme vous préférez. Moi par exemple je préfère le chauffage au gaz parce que je trouve qu'il fait moins de bruit, le chauffage sur carburant, il fait un tout petit peu de bruit et c'est pour ça que ça m'étonnerait pas que là sur ce modèle là ça soit un chauffage sur carburant parce que je l'ai entendu cette nuit. Ça fait un petit tat de temps en temps et puis ça souffle. Mais après c'est une question d'habitude, hein, ça dérange pas outre mesure. Donc on vient de vérifier, c'est bien ça, chauffage sur carburant, 4000 watts. Et à côté, il y a un combiné chauffage-chauffe-eau, donc qui fait la gazinière, le chauffe-eau et qui alimente le frigo quand il est sur gaz. Tout simplement. Donc ça explique pourquoi hier, on a vu du chauffage, mais pas de gaz pour le frigo. Il y a toujours une solution, il suffit de fouiller un petit peu. Le café est prêt. Ah, il est un petit peu clair. Tiens, une autre erreur de débutant. On vient de passer notre première nuit, ça s'est super bien passé, c'était calme, mais hier quand on est arrivé, on s'est aperçu rapidement qu'on n'était pas tout à fait à niveau, et en fait, on a commencé à dormir la tête du mauvais côté, ce qui fait qu'en pleine nuit, je me suis dit « Ah, je dors pas bien » et je vais faire demi-tour. Donc là, l'idéal, c'est soit les cales, soit un niveau par exemple. Et oui, vous savez, c'est ce petit outil avec la petite bulle là pour savoir si vous êtes bien positionné. C'est des choses auxquelles on pense pas forcément quand on va partir en camping-car. Il y a plein de petits équipements comme ça qui peuvent être assez utiles. On les a tous listés et groupés dans une checklist qu'on a appelée d'indispensable. On vous met le lien en bas dans la description, c'est totalement gratuit. Alors attention, tout n'est pas forcément indispensable, mais ça peut parfois aider. C'est des kits de raccord, on le verra, de tuyaux, d'électricité, des produits de nettoyage pour la cuisine, la salle de bain, de rangement, des outils, etc. Cette liste, elle est ni exhaustive, ni c'est pas tout ce que vous devez avoir, mais c'est intéressant de pouvoir piocher et vous dire « Ah tiens, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça et ça peut être utile ». Au début qu'on a voyagé, on avait pris plein de choses, plein d'équipements et on s'est rendu compte au fil des années qu'en fait il suffisait simplement d'avoir l'essentiel et c'est tout ce qu'on vous a mis dans cette liste. Bah franchement nickel cette petite aire, rien à redire, hein. On est au calme, on a bien dormi et juste à côté il y a de quoi se balader parce qu'on est le long du canal sur les chemins de halage. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait super attention depuis qu'on est avec Ulysse, c'est d'avoir des endroits où on peut le promener facilement. Ils ont une manière bizarre ici de lancer la balle au chien. Ulysse ? Maintenant, on va parler de quelque chose de fondamental dans le camping-car, c'est l'électricité. Là, vous voyez, sur mon panneau de contrôle, je peux regarder avec un bouton où en est l'état de la batterie de mon véhicule. Donc là, c'est bon, je suis chargée à plus de la moitié. En fait, la batterie auxiliaire, vous allez voir, elle est logée généralement sous un siège et c'est grâce à la batterie du véhicule qu'on alimente un peu tout ce qui est éclairage, le frigo quand il fonctionne sur l'électricité, les pompes à eau, etc. Après le reste, on a vu, c'est gaz ou alors pour le chauffage, là, sur celui-là, c'est du diesel. Vous avez le temps de voir venir. Seulement, la batterie, il faut quand même surveiller régulièrement l'état de la batterie. Savoir si elle passe pas en dessous des 50% parce qu'il faut la recharger régulièrement, sinon on risque de tomber en panne. Ça se fait de plusieurs manières, soit en vous branchant sur les airs, encore une fois. Donc vous allez refaire une charge complète de la batterie et vous allez repartir pour un tour. Mais aussi quand vous roulez. Quand vous roulez, il faut savoir qu'il y a un chargeur entre la batterie moteur du véhicule et la batterie cellule qui vous aide à récupérer de la charge sur la batterie cellule grâce à la puissance de l'alternateur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Généralement, vous allez être aussi équipé d'un panneau solaire qui sera sur le toit du véhicule qui va aussi recharger votre batterie quand il y a du soleil. Parce que quand il n'y a pas de soleil, c'est très peu efficace. Surveillez régulièrement l'état de votre batterie et si vous voyez que ça commence à passer en dessous de 50%, c'est-à-dire quand vous commencez à arriver à 25% de batterie, là, il va falloir commencer à vous inquiéter parce que comme souvent, c'est des batteries AGM. Si vous allez trop longtemps puiser dans ce qu'on appelle des décharges profondes, c'est-à-dire proches de zéro, et vous allez abîmer et nuire à la durée de vie de la batterie. Donc vraiment, il faut surveiller l'état de charge de la batterie parce que quand vous avez fait plusieurs décharges profondes, vous risquez d'avoir une batterie qui est flinguée en très peu de temps. Voilà, maintenant que j'ai fait du ménage devant, je vais pouvoir vous montrer la batterie. Elle se loge en fait sous le siège, un des sièges passagers. Voilà, elle est ici. Mais là, le problème, c'est que je vois pas de combien d'ampères elle fait. Mais vu la taille, maximum, c'est 150 ampères. Je pense même que c'est une 100 ampères. Donc c'est bien, c'est classique, mais c'est pas beaucoup quand même. Quand vous allez être sur une aire de service et que vous voulez brancher votre camping-car, recharger la batterie cellule et avoir accès au courant, c'est tout simple. Il faut vous brancher ici avec la fameuse prise P17, c'est celle-ci, la prise bleue, juste ici. Je vous conseille de partir avec vous avec une petite panoplie de câbles, prise mâle, femelle dans tous les sens.
Garde-la celle-là. Il va vous falloir un kit d'adaptateur. Ça encore, c'est dans notre checklist parce que ça va dépendre des endroits où vous allez vous recharger. Dans les campings, c'est pas forcément tout le temps les mêmes prises. Pareil si vous voyagez à l'étranger. Donc ça, il faut anticiper. Allô, t'es au courant de la dernière vidéo des péripéties? T'es au courant qu'ils font s'abonner à leur chaîne? Ouais, le petit pouce et la petite cloche. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, je sais qu'une très grande angoisse de nombreuses personnes qui vont faire des premiers voyages en camping-car, c'est de savoir gérer justement cette batterie, le plein d'eau, vider les eaux grises, les toilettes, avoir suffisamment de gaz. En fait, ce qu'on appelle dans le jargon camping-car l'autonomie. C'est-à-dire de combien de jours je dispose avant de devoir penser au service, penser à vider la cassette des toilettes, penser à faire le plein d'eau, penser à vider les eaux grises. Combien je vais avoir de jours avant de me dire « Waouh, ma batterie, attention, il faut que je la recharge ». Ça, c'est vraiment une grande question que vous avez tous. Et le problème, c'est que je vais pas pouvoir vous faire une réponse catégorique parce que ça va dépendre, 1, de la capacité de votre batterie et 2, du matériel que vous allez embarquer. Je vais juste pouvoir vous donner un ordre d'idée et s'il vous plaît, il y a beaucoup de camping-caristes sur cette chaîne, je sais, donc on compte aussi sur vous pour donner un petit peu vos jours d'autonomie en eau, en gaz, en électricité pour que les nouveaux puissent un petit peu se situer par rapport à ça. Par exemple, nous on sait qu'on a une consommation assez faible de l'ordre de 45 ampères par jour. Donc ça voudrait dire que si vous avez une batterie de 100 ampères, en 2 jours, votre batterie, elle va être vide. Donc là, je vais devoir rouler, ou alors je vais devoir compter sur le solaire, ou alors je vais devoir augmenter ma capacité de batterie, soit en la changeant, soit par exemple en amenant avec moi une batterie d'appoint, une batterie nomade. Ensuite, concernant le gaz, alors le gaz, quand vous avez 2 bouteilles, généralement, vous avez vraiment le temps de voir venir, mais je dirais, si vous êtes en été, 1 mois, c'est largement bon, surtout comme sur un véhicule comme celui-ci, vous avez seulement l'eau chaude et la gazinière, le frigo qui fonctionne sur le gaz, vous avez le temps de voir venir. Par contre, si votre chauffage de la cellule est au gaz et que vous voyagez en hiver, là par exemple, l'autonomie, elle peut vraiment réduire et vous pouvez avoir une autonomie qui va durer même pas 7 jours si vous voyagez par exemple par moins 2 degrés. Pour les toilettes, ça dépend surtout du nombre d'occupants. Je vous fais pas de dessin, mais généralement, on va considérer que la cassette, on la vide tous les 2 à 4 jours. Donc ça revient quand même assez régulièrement. Et puis aussi, tous les 3-4 jours, en moyenne, il faudra aussi penser à faire votre tri et à vider vos poubelles. Ça aussi, ça fait partie des services. De même que pour le plein d'eau, ça dépend aussi du nombre d'occupants, mais il faut compter, pareil, entre 3 à 5-6 jours si vous êtes très économe. Et c'est vraiment quelque chose que on apprend à faire quand on voyage en camping-car, à économiser toutes les ressources. C'est surtout pour ça qu'avec Simon, on a toujours considéré que voyager en camping-car, d'une certaine façon, c'est vraiment économe et écolo parce que on a conscience que les ressources, elles sont pas inépuisables et que si on veut voyager pleinement en autonomie, il faut faire attention à ça et il faut être le plus minimaliste possible. Maintenant, je sais que ce qui vous inquiète, c'est très bien, je sais combien j'ai d'autonomie, mais comment on optimise son voyage pour ne jamais être embêté par ça? Sachez que c'est un coup à prendre et que au fur et à mesure que vous allez voyager, vous allez prendre le rythme. C'est finalement la seule contrainte que vous avez en camping-car, c'est de gérer ces services, comme on les appelle. Et ça, vous verrez encore une fois que c'est très facile parce que grâce aux applications, vous allez pouvoir trouver où se situent les aires de service sur votre route et vous pouvez vous dire, tous les 2-3 jours, il faut que je passe absolument à tel endroit. Je regarde encore une fois sur mon application et je vais pouvoir faire mon plein d'eau, mes vidanges, voire un plein d'électricité ici. Bon alors, il y a une autre solution si vous voulez éviter d'être dépendant des aires de service et des campings pour éviter de brancher votre camping-car. Il y a la solution des batteries nomades ou des stations d'énergie. Là, nous, on a embarqué avec nous la Bluetooth Elite 400, c'est parfait parce qu'elle se range dans la soute. Ça, nous, on l'a pas sur notre camping-car, on est un petit peu jaloux. Ça remplace quasiment un générateur. Sauf que là, ça fonctionne pas au carburant, donc ça pollue pas et surtout, ça fait pas de bruit pour les voisins. Donc celle-ci, elle a une capacité quand même de 4000 watts. Et vous voyez, ce qui est super pratique, c'est que, encore une fois, on l'a mis dans la soute. Là, il y a une petite porte. On a tiré une rallonge et là j'ai branché mon ordi, je peux travailler tranquillement ici, brancher différents équipements, appareils photo, téléphone, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, cet espace bureau, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est incroyable. On peut aussi imaginer plein d'autres utilisations. Pauline, elle l'utilise le matin pour le lisseur, le freezer. Pas du tout. La friteuse. Mais raté. Le sèche-cheveux parce que ça demande quand même une grosse puissance. Et puis surtout, ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans le camping-car, si vous n'avez pas cette solution-là ou si vous n'êtes pas branché, vous n'avez pas de courant 220. Il y a des prises comme ceci là, juste là, mais il n'y aura pas de courant. Ça, faut être branché. Après, si vous avez d'autres besoins, vous pouvez aussi emmener le grille-pain, la bouilloire, la machine à café, etc. Un peu comme à la maison, quoi. Et en plus de tout ce qui est cuisine, bien sûr, ça vous permettra, si vous en avez, de recharger tout ce qui est vélo électrique, trottinette, one wheel.
000. Enfin bref, tout ce qui vous permet d'articuler vos moyens de déplacement en plus du camping-car. Qu'on se rende bien compte avec un modèle comme ça, ça représente 2 fois la capacité de la batterie cellule qui est là. C'est une batterie AGM de 150 ampères. Donc avec la Bluetooth Elite 400, on peut même donc recharger son camping-car. Donc avec cette capacité, on pourrait le faire jusqu'à 2 fois. Ça y est, ça charge, ça envoie 626 watts dans la batterie, donc à peu près de courant de 32 ampères. Ça fait que dans 3 heures, la batterie cellule du camping-car, si elle fait 100 ampères, elle est rechargée. Merci Ulysse. Et là, ça veut dire que je peux très bien utiliser mes appareils en 220 de la même façon que si j'étais branché sur le réseau en camping ou sur une aire de service. Pratique. Alors ces batteries-là, vous pouvez les recharger sur secteur. Nous, c'est ce qu'on a fait avant de partir. Pour celle-ci, il faut compter environ 2h30 pour une charge complète. On peut aussi faire un appoint de charge avec des panneaux solaires. Nous, on a pris un panneau solaire de 200 watts. Donc là, ça va être plus long aussi. Pour un modèle comme ça, totalement, il faudrait 12 heures. Et il y a la solution de l'allume-cigare. Mais là, on va pas l'utiliser parce que le poste de conduite est là et la batterie est là. Et puis, on n'a pas envie de la redéplacer, donc principalement secteur et panneaux solaires. Alors vous pourriez me dire oui mais quand même ta batterie elle est un peu loin, c'est pas très pratique. Ce qui est cool c'est qu'on peut la piloter à distance via Bluetooth avec une application et en fait on voit toutes les données. Là je vois le pourcentage auquel elle est, je peux aussi l'arrêter à distance. Encore une fois ce modèle il est puissant, on a 3840 Wh de capacité, une puissance jusqu'à 2600 watts. Il existe bien sûr d'autres modèles un petit peu inférieurs entre guillemets, l'Elite 300. Nous on a la Bluetooth Elite 200 au fond de notre camping-car, ça fait très bien l'affaire. Encore une fois ça dépend de vos besoins, du véhicule que vous avez et faites attention aussi à la charge utile que vous avez dans votre camping-car parce qu'on l'a dit, ce modèle là 38 kg, ça fait du poids supplémentaire donc c'est important de le prendre en compte. En tout cas n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Bluetooth pour voir ce qui pourrait vous correspondre. On a 5% de réduction valable sur tout le site et un code spécial uniquement pour l'Elite 400 qui vous offre 8% supplémentaire. Merci Bluetooth de sponsoriser cette vidéo et de la rendre possible. Et nous, on va vous expliquer maintenant comment organiser son road trip. Viens. Hop. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'eau dans notre réservoir, juste là. Donc on va faire le plein d'eau et je vais vous montrer comment ça se passe. On a des bornes comme ça qui fonctionne et ça c'est vraiment un tips à avoir avec des pièces de 2 €. Donc blindez-vous de monnaie, soit des pièces de 2 € ou alors des jetons. Et l'autre truc indispensable c'est d'avoir des kits de raccord pour les tuyaux. C'est pareil, ça va dépendre des robinets parce que les robinets sont pas toujours faits de la même manière. Regardez celui-ci, je vais pouvoir le clipser là, voilà comme ça, et venir brancher directement mon tuyau ici. Ça c'est un tuyau dont on ne se sépare jamais, c'est pareil, c'est dans notre checklist. Et regardez pourquoi, c'est quand même plus pratique que ces tuyaux là qui prennent de la place. Celui-là se range dans un petit sac. Donc là avec ces 2 €, je vais pouvoir faire 10 minutes d'eau, donc largement de quoi remplir 130 litres de ma cuve d'eau, ou alors pouvoir avoir 1 heure d'électricité. Donc là on viendra se brancher juste ici. Et c'est important de savoir aussi que celle-là, elle fonctionne avec une pièce de 2 €, mais des fois vous avez des jetons Flow Bleu ou Euro Relais. Et ça, il faudrait aller les chercher dans les commerces. Et des fois, c'est des dimanches et les commerces sont fermés. C'est important que vous ayez toujours sur vous des jetons Euro Relais ou jetons Flow Bleu. Bon, après 12 ans de camping-car, encore des nouveautés. Je n'avais jamais vu ce type de réservoir. Je pense qu'on va mettre le tuyau juste là. Normalement, vous avez une petite trappe du style comme ça c'est pour l'électricité, mais elle est là, qui est sur la paroi du véhicule et vous venez mettre le tuyau directement. Là on va tester, hop, on va se mettre là et on va les mettre 2 €. J'ai toujours peur de perdre la pièce. Choisissez votre côté. C'est parti. Vite. 10 minutes top chrono. J'ai mis trop de débit, le tuyau s'en va. Bon, pas pratique ce système, c'est pas validé. On va en profiter pour recharger notre bidon. On en prend toujours un à côté. C'est facile pour donner de l'eau du chien, pour avoir un petit peu un complément. J'en profite pour vous dire une autre erreur de débutant qu'on a déjà faite. N'oubliez pas ça, le bouchon. Alors là, ça va encore parce que du coup le réservoir est fermé avec une trappe. Mais quand le réservoir est à l'extérieur et que vous n'avez pas votre bouchon, le trou reste ouvert et ok, ça c'est bon.
Une chose aussi à savoir par rapport au bidon, si on prend un bidon à côté, c'est aussi qu'on ne boit pas forcément l'eau de la cuve parce que tout simplement quand l'eau elle reste, elle stagne et puis il y a de la chaleur, il y a des bactéries qui peuvent se développer dans la cuve. Donc on évite de la boire fraîche. Si on boit l'eau de la cuve, nous, généralement on la fait bouillir avant de la boire. Dans notre camping-car. Là, le camping-car il est relativement neuf donc, et on va renouveler l'eau régulièrement. C'est possible quand même de la boire. Ça c'est vraiment propre à chacun. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un petit bidon qui est pour votre consommation. Sinon je sais qu'il y a des gens qui prennent aussi des bouteilles plastiques, mais bouteilles plastiques, c'est un peu moins écologique. Et 2, ça fait des déchets, donc après il faut aller au tri et ça encombre l'intérieur du camping-car. Donc on préfère largement le petit bidon de 10 litres qui nous accompagne à côté. Ouais, il faut dire quand même que cette aire est vraiment au top. Encore une fois, elle est gratuite. Le plein d'eau à 2 €. Franchement, c'est vraiment bien. C'est super les communes qui offrent ça aux camping-caristes. Donc vraiment, et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure d'ailleurs. Il faut jouer le jeu. C'est comme ça qu'il y en aura de plus en plus parce que des structures comme ça coûte quand même cher pour les communes. Donc n'hésitez pas à les consommer aux alentours. Nous, c'est ce qu'on a fait ce midi et j'en prends plein partout. On est allé au restaurant qui était juste à côté, voilà, pour soutenir un petit peu le commerce local. C'est aussi ça, voyager en camping-car. Quand on est bien accueilli, on rend l'appareil. C'est aussi parce que c'est cool d'aller au resto. Et Pauline dit, c'est aussi parce que c'est cool d'aller au resto. Ça c'est clair. C'est vraiment pas pratique ce truc. Je pense qu'il y a une notion que j'ai pas. Pauline a l'astuce, faut y aller à fond, tu le bloques pas dedans. Hein. Ah non mais c'est peut-être ça en vrai, mais ça va te sortir à la tronche et dans 2 secondes ça explose. Non, ça va. Pauline, le bouchon. Tac. Et voilà. Par contre... T'as laissé les clés à l'intérieur là, non? C'est-à-dire? Dans la trappe. T'as mis des clés dans la trappe? Pourquoi t'avais fait ça? Non mais tu... Je rigole, ils sont là. Bon, maintenant qu'on a passé notre première nuit en camping-car, qu'on a mangé, qu'on a fait le plein d'eau, bref, on est fin prêt, il y a une question, c'est on va où? Parce qu'au début, on pense qu'il faut tout organiser. Là où on va, les étapes, où dormir, à quel endroit je veux faire mes services, etc., etc. En fait, nous, on fait partie des gens qui pensons qu'un road trip en camping-car, ça se prépare pas forcément à l'avance. On a les grandes lignes et en gros, après, on affine. Oui, il faut toujours trouver le juste milieu entre organiser pour pas être un peu trop à l'arrache, mais aussi pouvoir profiter sur place. C'est quand même l'avantage de voyager en camping-car. Ouais, c'est ça. Si la météo n'est pas au rendez-vous, on peut aller ailleurs. Si je me sens bien quelque part, je vais rester alors que j'avais prévu peut-être d'avancer. Enfin, c'est vraiment l'intérêt du camping-car et c'est vraiment ce qui différencie un voyage de cette façon avec un voyage en avion ou en train où on est tenu par des horaires, par des réservations, etc., etc. On est libre. Mais pour un premier voyage, c'est quand même bien d'avoir quelques repères. Et je vous cache pas que nous aussi, on a quelques astuces pour pas foirer nos road trips en fait. Et pour ne pas gâcher votre premier voyage en camping-car, on va vous partager comment on fait. Mais avant, on va s'arrêter parce que quand on conduit en camping-car, il y a tout qui bouge et on avait oublié de mettre le verre et les canettes bien rangées et tout est en train de se faire la malle. Avant de partir, vérifiez bien que le frigo est fermé, que les portes sont fermées, que les placards sont fermés. Faites tout l'inventaire comme ça, vous pouvez vous faire une checklist aussi que vous mettez avant, que les lanterneaux sont fermés aussi. Et que la caméra part. Que la caméra est bien fixée. Comme il y a quand même un muret, je vais te demander de descendre. Hein. Bon là clairement on a eu un doute quand même parce que le parking public il était sous un Porsche et bon c'était assez haut mais après on sait pas s'il va y avoir beaucoup de place pour se garer. Mais quand on commence à dépasser 7 mètres, il faut quand même regarder un petit peu à l'avance les parkings dans les villes et villages qu'on veut visiter parce que ça évite de se retrouver un peu au dépourvu. Parce que quand vous arrivez en plein milieu du village et puis qu'il n'y a pas moyen de faire demi-tour, que vous êtes suivi, etc., ça peut être un petit peu stressant. Donc un petit peu encore une fois anticiper, ça mange pas de pain, on va dire ça mange pas de pain. Et puis ce qu'il faut savoir c'est
qu'il y a souvent, comme ici encore une fois, des parkings spéciaux pour les camping-cars qui sont souvent un tout petit peu plus loin. Par contre, ce qui va jouer, c'est l'articulation des modes de déplacement et avoir un vélo pour pouvoir se garer et puis après aller en vélo ou à pied pour les plus courageux. Anticiper, c'est le mot-clé, parce que je ferai pas ça 15 fois par jour quand même. Je tire un petit peu les fesses, j'ai peur de rentrer dans le mur, tout ça. Ça prend du temps quand même que Pauline descende pour voir si je suis bien garé et tout. Ça peut être un petit peu fatigant à la longue, surtout là après des petites routes où, encore une fois, je fais attention. Il est 5 heures. Favernais s'éveille. Bon, déjà, il faut savoir ce qu'on aime pour définir son road trip. Nous, par exemple, on aime la rando, on aime découvrir des petits lieux sympas, des villages typiques, avoir des jolies lumières sur le patrimoine, c'est quelque chose vraiment qu'on adore parce qu'on aime la photo. On aime aussi les brasseries artisanales, on aime aussi trouver des endroits sympas où dormir. Donc c'est un peu ça qui va guider notre road trip en gros. J'ai oublié de dire qu'on aimait manger aussi. En fait, ce qu'on fait, c'est que un mois, 15 jours avant, on se met des petits points comme ça sur une carte Google Maps, les lieux qu'on veut visiter, les randos sympas à faire, des petites pépites qui ont l'air cool, voire même des petits endroits que je mets avec des cœurs, des endroits où stationner par exemple la nuit. Et à ce moment-là, je me demande pas si c'est possible d'y accéder ou non en camping-car. C'est que quand on est dans le road trip, après, qu'on va voir où on est par rapport à la géolocalisation, où on va et ce qu'on a sélectionné autour. Et je vais regarder, tiens, est-ce que c'est accessible? Et ça, comment je le fais? Je regarde via Street View, on regarde l'état de la route, il y a des carrossables ou non, s'il n'y a pas de risque de s'embourber, si on peut faire demi-tour, si elle n'est pas trop étroite aussi. Et s'il n'y a pas moyen parce que finalement c'est pas possible, et on va faire demi-tour et on va se rabattre ailleurs. C'est simple. On garde toujours une part de liberté en fait parce que c'est ça qui rend le road trip en camping-car assez intéressant. C'est de ne pas savoir exactement ce qu'on va trouver, ce qui va se passer. Simon, dis un nombre. 3. 1, 2, 3. Camping sauvage. Ouh. Alors on avait repéré cet endroit hier sur la carte, mais on arrivait sur ce lieu de stationnement un peu tard, il faisait nuit. Ça, quand vous débutez en camping-car, on vous le conseille pas. Vaut mieux arriver sur votre lieu en fin d'après-midi. Comme ça, vous avez le temps de voir ce qu'il y a autour, comment ça se présente, etc. Nous, on a un peu traîné à la taverne et aux fléchettes surtout. On a gagné. Ouais, on a rencontré des jeunes super sympas. C'est l'avantage d'ailleurs quand on voyage en véhicule, on a un peu plus le temps. On est arrivé sur ce spot de nuit. Alors je sais que ça inquiète pas mal d'entre vous, le côté sécurité. On est là au milieu de nulle part. Il y a rien autour. On est un petit peu dans les bois. Au bord d'une route. Bon, de notre côté, faut être honnête, on n'a pas peur du tout. C'est même les lieux qu'on préfère. Mais alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez un petit peu peur, bien entendu, et c'est ce qu'on a fait, on baisse les stores, on ferme bien les portes, etc. On s'assure que tout est OK autour, puisque le mot d'ordre qu'on se donne toujours, si vous ne sentez pas un endroit, n'y restez pas, quoi. Il faut que vous vous sentiez quand même en sécurité. Alors, on sait que ça angoisse beaucoup d'entre vous, cette histoire de camping sauvage. Nous, c'est un terme d'ailleurs qu'on n'aime pas trop parce que ça fait un peu sauvage.
n'est pas des sauvages. On n'est pas des sauvages. On préfère largement le terme stationnement libre, stationnement hors endroit officiel ou bivouac pour l'emprunter aux randonneurs. On voit bien l'idée d'un endroit où on s'installe pas et on repart assez rapidement le lendemain. Très bon nom bivouac. Très bon nom bivouac. Le nom de notre nouveau podcast. Et puis il y a aussi cet aspect, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Il y a la peur vraiment de faire n'importe quoi. Pour démystifier un petit peu tout ça, il faut savoir qu'en France, dormir à l'intérieur d'un véhicule en stationnement, c'est parfaitement toléré. Il n'y a rien qui vous l'interdit. Par contre, il y a 6 lieux où vous ne pourrez jamais dormir en camping-car ni en véhicule aménagé d'ailleurs. Et on vous les détaille ici, dans cette vidéo. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut respecter les arrêtés, les interdictions officielles en vigueur et surtout faire la différence entre stationner et camper. Stationner n'est pas camper. Là, par exemple, je suis en stationnement parce que j'ai pas de cale de sortie, j'ai pas de siège, j'ai pas de table dehors. Donc en fait, je suis en stationnement. Par contre, si je commence à sortir des cales pour me mettre à niveau, un siège de camping, une table qui est dehors, là, je suis en camping. Et là, ça peut poser problème. Si je devais résumer et donner une règle simple, c'est que si vous êtes discret, respectueux, que vous respectez les lieux, le voisinage. Si vous demandez, en cas de doute par exemple, souvent les petits endroits un petit peu secrets, un peu cachés, ça va souvent être des endroits qui appartiennent à des propriétaires terriens, des agriculteurs. Et rien ne vous empêche de voir passer la personne en tracteur par exemple et lui dire « Excusez-moi, est-ce que ça vous dérange si on stationne ici pour une nuit ?» Dans 99,9% des cas, ça se passera très bien et la personne vous dira « Évidemment, bien sûr ». Et j'irai même un petit peu plus loin pour être tout à fait complète. S'il y a déjà quelqu'un stationné à un endroit qui n'est pas prévu à cet effet pour les camping-cars, on vous conseille de passer votre route. Pourquoi ? Parce que à force de voir aussi plein de camping-cars ou de véhicules aménagés garés à des endroits où c'est pas fait pour, c'est ça qui facilite pas beaucoup la tolérance. Donc pour le bien-être de la communauté et pour que nos voyages se passent vraiment très bien, suivez ces petites règles simples mais vraiment utiles à la communauté tout entière. Et encore une fois, si tout ça, ça vous angoisse, si vous avez peur, si vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas. On a vu qu'il y avait plein d'endroits officiels hyper sympas où stationner. On va pas chercher, surtout quand on débute, à faire comme les vrais absolument et se prouver des choses qu'on n'a pas à se prouver. L'important c'est d'être serein, de passer un bon moment et de kiffer son road trip. Le vol, le cambriolage, la sécurité en général, c'est des choses qui vous inquiètent beaucoup quand vous allez voyager en camping-car. Par exemple, là, on va laisser notre camping-car tout seul pour aller se balader. Il n'y a rien autour, donc c'est sûr qu'on fait attention. On vérifie qu'on a bien fermé les portes, toutes les fenêtres. On peut aussi fermer les occultants. Alors ça, c'est selon. Il y a plusieurs écoles. Moi, je suis plutôt du cas à laisser tout ouvert pour montrer qu'il n'y a rien à voler. Sachez en tout cas qu'il y a possibilité de renforcer la sécurité de vos camping-cars avec des accessoires et des équipements supplémentaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a fait une vidéo complète sur le sujet qui s'affiche juste là-haut. Mais sachez que c'est possible de mettre bien entendu des alarmes, des doubles serrures, etc. Je vous laisse aller voir la vidéo juste là. Mais bon, je tiens quand même à relativiser ces peurs. Je comprends qu'elles puissent exister, mais vraiment j'ai envie de dire c'est la faute à pas de chance quand ça se produit. Et la plupart du temps, nous ça a été notre cas, on a été déjà cambriolés, mais c'est pas du tout dans des cadres comme ça en pleine campagne, non. Malheureusement, la plupart du temps où ça se produit, c'est quand on est en ville. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on en a parlé plus longuement dans notre premier épisode de podcast Bivouac, où on revient sur les 10 ans de notre tour d'Europe et on raconte comment on l'avait vécu, comment on l'a organisé, les galères qu'on avait eues. Ça peut aussi vous inspirer pour vos premiers voyages en camping-car. N'hésitez pas à aller écouter, c'est disponible sur toutes les plateformes YouTube, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Dans cette vidéo, vous l'avez vu, on fait référence à beaucoup d'autres vidéos qu'on a déjà réalisées sur la chaîne parce qu'on sait qu'il y a peut-être des nouveaux qui ne les ont pas encore vus. Donc encore une fois, pour retrouver toutes ces sources, aller plus loin, d'autres vidéos, même d'autres articles, etc. Tout se passe dans la description de la vidéo. Vous avez un petit onglet plus. Et vous pouvez aller voir, on mettra ça en lien là, juste en bas. Bon là on arrive à un moment que certains d'entre vous redoutent, c'est le moment de faire les services. Alors par service on entend la vidange des eaux grises et de la cassette des toilettes, voire éventuellement faire le plein d'eau. Et nous c'est déjà fait. Donc ça, il y a des gens qui le redoutent parce qu'ils ont peur de perdre du temps sur leur itinéraire, mais il faut savoir encore une fois que les aires de service, il y en a absolument de partout, il suffit de vous aider des applications pour les trouver. Et puis ça va se faire tous les 3-4 jours en fonction de votre utilisation. Il faut savoir que si vous êtes une famille, c'est la cassette des toilettes notamment qui va pouvoir possiblement vous embêter un petit peu plus. Tous les 3-4 jours, il faudra aller en aire de service pour faire les vidanges. Qui va vous faire chier, tu veux dire? C'est ça, va falloir vous faire chier à faire les vidanges.
Alors au début, ça peut faire peur, mais en fait, tout va très bien se passer et on va vous montrer ça, puisque c'est l'heure pour nous de faire la vidange des eaux grises et des toilettes. Heureusement qu'il y a le radar de recul. Ça, c'est toujours compliqué dans les aires de service. Et surtout, il faut bien se positionner pour la trappe de vidange. Pas mal, là. Bienvenue à l'aire de service. Le premier truc, c'est de bien se placer, puisqu'il y a la trappe de vidange qui doit être à peu près au milieu, pour pas éclabousser toute l'aire de service et que les eaux noires aillent dedans directement. Et là, franchement, je crois que je suis pas trop mal. Bon, après 3 jours de voyage, c'est l'étape obligatoire. Vider les eaux grises, il faut que je trouve la trappe. Je vois qu'il y a un picto ici, mais je vois pas la trappe en dessous. Normalement, une espèce de manette ou un levier. Bon, ça se trouve, c'est de l'autre côté. Tu vas aller voir. Bouge. J'ai trouvé la trappe, elle est ici. Donc la grille est là, donc je suis un peu trop avancé. En vrai, ça le ferait parce qu'avec la pente, ça irait bien, mais j'ai pas envie d'éclabousser toute l'air d'eau grise et d'en mettre partout. Donc je vais quand même avancer. C'est parfait. 1, 2, 3. Vidé. Nickel chrome. Alors ici, je vous ai parlé d'eau grise. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait simplement les eaux sales. Donc ça va être les eaux de votre vaisselle, c'est de l'eau de la douche, tout ce qui coule dans vos éviers. Donc c'est bien séparé des eaux noires qu'on verra tout de suite. Et d'ailleurs, on ne met pas les eaux des toilettes ici, pour des raisons hygiéniques. Ici, c'est vraiment pour les eaux grises et pas pour les eaux noires. Là, on voit qu'il y a des gens qui ont fait les crados. On voit les bouts de papier de toilette tout souillés. Les eaux des toilettes, elles se mettent dans la petite bande qu'on verra tout à l'heure. De même que je pense à ça, les eaux grises, donc ça va pas dans les égouts. Pourquoi? Parce que les égouts, c'est destiné aux eaux de pluie. On ne traite pas les eaux de pluie, elles sont directement rejetées dans les rivières ou infiltrées dans les sols. Donc vous imaginez bien qu'avec le liquide vaisselle, les produits douche, etc., c'est pas très bon de lâcher ces eaux grises dans la nature, dans les égouts. Le moment tant attendu, le clou du spectacle, celui que vous attendez tous dans vos voyages en camping-car, la cassette WC chimique. Et je sais pas pourquoi, c'est toujours Simon qui s'y colle. Non, c'est pas vrai. Tu m'as pas demandé si je voulais le faire. Oui, dites-nous en commentaire qui s'occupe de la cassette des toilettes. Tu vas voir. C'est toi qui veux faire, Ulysse? C'est parti pour ce moment de poésie. Alors ça se passe là. Ah, elle est assez haute. On est sur des belles couleurs fluorescentes. Celle-ci est un peu haute. C'est un peu technique. Et du coup, il faut la porter. Ah ouais, c'est pas très pratique ça. Alors c'est vrai qu'on en a pas, mais on vous conseille de mettre des gants. Alors, tu veux faire quoi avec? Tu veux la faire rouler? Ah voilà. C'est ça. Ah oui, tu peux. Alors voilà, c'est un peu le running gag des camping-caristes. Hein. J'ai affaire. C'est ici. Ah pardon, excuse-moi. Ça me fait toujours marrer parce que quand tu passes dans le camping et tu es avec ta cassette, tu dis bonjour aux gens alors que tu trimbales ton caca. Bref, retour sur notre borne d'air de service. Elles sont quasiment faites de toutes les mêmes manières. C'est marqué WC, donc c'est simple. Avec le pied, puisque j'ai pas de gants, on prend ce tuyau là, on enlève le bouchon et attention à pas le laisser tomber dedans. Les petites erreurs de débutants. On le pose là et pas de l'autre côté pour pas que ça tombe. Attention aux éclaboussures. Il faut bien appuyer sur ce bouton là pour lâcher la pression. Et puis là, c'est une belle histoire qui commence. Un beau moment de poésie, de classe, de glamour. Première étape, mais c'est pas terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rincer. On va pas prendre des eaux propres. Il y a un circuit d'eau dédié, de l'eau qui est plus sale pour rincer la cassette. On voit d'ailleurs que c'est de l'eau qui n'est pas potable, donc on peut y aller. Merde, elle est hors gel. Ah bah voilà. Ah bah super. Dans ce cas, qu'est-ce que tu pourrais conseiller de faire? Alors je pourrais conseiller, ce que je n'ai pas fait, c'est qu'on peut... petite erreur de débutant. Ah, c'est l'erreur de débutant. J'aurais dû regarder si ça marchait avant. Merde, c'est le cas de le dire. Le truc, c'est de vous servir des eaux grises qu'on a vues juste avant pour venir rincer l'intérieur. Mais là, comme je les ai toutes vidées, je peux pas les récupérer. Et une fois que vous avez vidé votre cassette, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton rinçage WC pour enclencher le circuit, ainsi que pour les eaux usées. C'est juste là en dessous. Vas-y. Voilà. Je vous détaille tout ça parce que l'idée c'est de laisser ça tout propre pour les prochaines personnes qui vont venir après vous. Là c'était nickel, donc voilà, c'est du civisme. Hein. Quand on voyage en camping-car, c'est ça. On essaye de faire attention aux autres. Vous voyez, on vous avait parlé du jerrycan. Et il va servir. Faites attention aussi à chaque fois de pas mettre en contact les plastiques. Hein. On n'est pas sur la même utilisation. Donc là, on va venir en mettre un petit peu. On va rincer plusieurs fois, 2-3 fois, histoire que ce soit bien propre. Et puis voilà, on repartira pour 3-4 jours, voire plus. Ça dépend de chacun. Et après, l'idée c'est de laisser un petit peu d'eau propre au fond de votre cassette. Vous remettez soit du liquide ou la pastille, on en a parlé précédemment. Permet d'avoir sa cassette prête pour les futures utilisations. Passionnant, n'est-ce pas?
Oh le con, mais c'est vraiment un débutant, je vous promets que je fais pas exprès. Il faut fermer la trappe de vidange, sinon ça coule encore. Ah, il y en a des choses à penser quand on voyage en camping-car. Alors là c'est bon, on est ok. J'ai pas oublié de bouchon. C'est bon. C'est l'heure de l'apéro et de répondre à plein de petites questions rapides que vous nous avez aussi posées. La première, ma femme redoute le mauvais temps et de devoir rester enfermée avec les enfants. Je dirais que c'est un peu ce qu'on redoute tous, le mauvais temps en camping-car, et c'est une des raisons pour laquelle c'est bien, c'est qu'on peut aller ailleurs si la météo se gâte vraiment pour quelques jours. Et je dirais sinon, il faut apprendre à s'occuper à l'intérieur, par exemple avec des jeux de société ou des livres. En tout cas, on a plein d'idées et c'est sur une vidéo qu'on avait tournée il y a quelques années déjà, mais je vous laisse la regarder. 7 jours de pluie en camping-car, et bien sûr pour répondre à la question, ça dépend de votre véhicule. Là, on est très confort et très bien pour passer du temps à l'intérieur. Si vous avez un plus petit véhicule, 7 jours à l'intérieur comme le nôtre, ça peut être long. Une autre question qui concerne la cuisine. Comment on fait pour bien manger dans son camping-car? Ouais, ça c'est une question que se posent quelques-uns d'entre vous, pas tous, mais c'est vrai que dans un espace aussi restreint, et si on n'est pas habile avec la cuisine, on sait pas trop ce qu'on mange en camping-car. Donc il y a souvent ce qu'on appelle la bonne franquette, c'est ce qu'on est en train de faire, petit apéro dînatoire, ou alors on peut cuisiner. Et à ce propos, on a une vidéo aussi où on fait quelques recettes en camping-car ou en voiture aménagée. Pareil, la vidéo elle va s'afficher juste ici. Des recettes simples et faciles surtout. Et puis dernière petite astuce, nous qu'on aime bien, on prend souvent des bonnes conserves avec nous, des bonnes conserves de légumes qu'on fait réchauffer avec un petit peu de féculents. C'est top et au moins on mange bien. Ouais, ça dépanne bien. Se faire réveiller en pleine nuit pour partir de l'emplacement par la police et par les autorités. Ça aussi, ça vous inquiète. Et ça, j'ai envie de dire que si vous avez pris vos précautions à l'avance, comme on l'a dit juste avant, normalement, ça devrait pas vous arriver. Cela dit, le risque zéro n'existe pas et c'est une éventualité. Après, il faudra aller ailleurs. Mais est-ce que ça nous est déjà arrivé? Nous, ça nous est jamais arrivé en pleine nuit. Ça nous est arrivé un petit peu à la nuit tombée, en Italie notamment. En Belgique aussi, je crois. Enfin, ça arrive régulièrement, mais... Ça fait hyper longtemps que ça nous est pas arrivé. Ça fait partie un peu du jeu, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, si les choses sont faites en total respect, il n'y a pas de problème. Ouais, si vous respectez la législation, encore une fois, si vous gênez pas, si vous êtes discret, normalement, il y a très peu de chances pour que ça vous arrive. L'irrespect des voisins quand on voyage en camping-car. C'est pour ça que nous, on apprécie moins les solutions de stationnement quand on est les uns à côté des autres, parce que c'est vrai que on entend un petit peu soit le webasto du voisin, justement, enfin le chauffage du voisin, ou... Faites aussi attention où vous garez, laissez un maximum de place quand c'est possible. Souvent, ça arrive, des fois on rigole avec ça, mais on est garé à un endroit, il y a personne, il y a un camping-car qui arrive, alors qu'il y a plein de place partout et il va se garer vraiment 50 cm à côté de chez nous. Non, laissons-nous un petit peu d'espace. Si on voyage aussi de cette manière-là, c'est pour avoir un petit peu de la liberté, même si je sais que ça rassure certains d'entre vous, qu'on soit les uns à côté des autres. Voilà, encore une fois, pas de souci. Laissons-nous un petit peu respirer, ça fera du bien à tout le monde. Ouais, dans les pays nordiques, ils ont un nom pour ça, je sais plus lequel exactement, mais en tout cas, c'est 2 mètres minimum entre chaque véhicule. Ce qui inquiète beaucoup en ce moment, c'est l'augmentation du prix du diesel et en général du prix du carburant, avec un coût du diesel à plus de 2,20 €. Et donc ça met en péril nos voyages en camping-car. Oh, s'écarte un petit peu du sujet, mais dans ce cas, il faut prendre aussi les moyens d'articulation, aller moins loin et utiliser le vélo. Et ça, la preuve, pour réaliser cette vidéo, on est seulement à 1h30 de chez nous. On découvre encore plein d'endroits. Voilà, on a fait très peu de kilomètres pendant ce long week-end. Je suis certain d'ailleurs qu'il y a des coins à côté de chez vous que vous ne connaissez pas encore ou mal. En tout cas, quand on voyage comme ça en véhicule aménagé, on les redécouvre de toute façon d'une autre manière. Donc n'hésitez pas, forcément ça fera des économies sur le prix du carburant. Les pannes sur le camping-car, que ce soit les pannes mécaniques ou alors les pannes à l'intérieur sur les différents appareils, ça peut être aussi des galères quand on voyage. Quand vous allez arriver à l'intérieur de votre véhicule, il va y avoir peut-être des pannes entre guillemets courantes, quelque chose qui marche pas. Nous, on a eu l'exemple là du gaz. On a bien vu le gaz qui se met en sécurité ou la sortie de gaz qui est obstruée également. Ça, c'est possible que ça arrive. Par exemple, votre chauffe-eau ne démarre pas. Ça peut être parce qu'il y a des poussières ou des bêtes qui se mettent dans les tuyaux d'aération. Sinon, vérifiez bien aussi vos fusils parce que généralement, quand un appareil ne fonctionne pas, ça peut être dans la majeure partie des cas infusible. Ouais. Prenez une boîte de fusibles avec vous. S'il y a par exemple un souci au niveau de l'éclairage, vous n'avez plus d'éclairage ou l'allumage de gaz ne marche pas par exemple, ça peut être aussi des problèmes de batterie. Tout simplement, si vous avez plus de courant dans la cellule, c'est que votre batterie est à plat. Donc, il faut faire attention. Il peut y avoir aussi des fois l'eau des robinets qui fonctionne pas très bien avec des bulles d'air. Ça, c'est tout simple. Il faut allumer tous les robinets d'un coup de toute la cellule pour chasser l'air qui est dans les tuyaux. Je pense que ça, c'est les pannes un peu les plus courantes qu'on peut avoir. Ah oui, et des fois, vous allez croire qu'il y a une panne, mais en fait, c'est juste un petit truc. Ici, à l'intérieur du placard, vous avez des vannes d'ouverture au niveau de la cellule. Donc ça, c'est l'arrivée de gaz au niveau de la cellule. Et il suffit juste
tac, de les tourner. Et là, bah, vous allez avoir le gaz qui va arriver. Donc vous en avez une pour la cuisinière, une pour le frigo, une pour l'eau chaude. Donc des fois, c'est juste des petits trucs comme ça. Et aussi une question, comment on fait avec un chien dans un camping-car? Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a des chiens qui sont pas été habitués à voyager en camping-car, ils vont pas trop aimer les vibrations sur la route et le fait que ça bouge et que ça vibre un petit peu. Donc il faut y aller progressivement et les habituer. Et puis après, bah, encore une fois, c'est un espace qui est assez restreint, donc ça dépend de vous, de votre tolérance par rapport à votre chien. Mais vous avez vu qu'Ulysse, il monte sur les banquettes parce que en fait, sinon, il est au milieu du chemin et en vrai, on va le dire, ça nous saoule. Donc il a ses permissions, donc ce qu'on fait, c'est qu'on a les plaids pour protéger à chaque fois les sièges, pour pas qu'ils nous mettent des poils et des saletés dessus. Quand on l'a habitué très tôt, d'ailleurs on avait fait aussi une vidéo complète au bout de ces 1 an, on vous partageait nos astuces pour voyager en camping-car avec un chien, tous les aménagements qu'on a fait. C'est plus particulier, mais pareil, vous retrouvez la vidéo en lien tout en bas dans la description. Si vous avez encore des questions auxquelles nous on n'aurait pas répondu, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de cette vidéo, on se fera un plaisir d'y répondre. Puis aussi, si vous êtes déjà camping-cariste chevronné, vous pouvez partager votre expérience et vos tips également en commentaire. Et j'ai peur que le véhicule ne me corresponde pas. Vu le prix d'achat des véhicules aujourd'hui, en effet, vaut mieux être sûr que ça va vous plaire, vous correspondre à votre façon de voyager, parce que chaque véhicule a des implantations différentes, des tailles différentes, et ça correspond plus ou moins à différentes façons de voyager. Notre conseil à chaque fois, c'est tester avant d'acheter, donc c'est-à-dire louer. Il y a plein de plateformes entre particuliers qui permettent de faire ça. Vous partez 2-3 jours, vous voyez d'ailleurs si la vie en camping-car ou en véhicule vous convient, parce que ça ne convient pas à tout le monde. On l'a dit, il faut être économe, il y a plein de petites habitudes à avoir. Donc pareil, on vous met un lien affilié dans la description si ça vous intéresse. Voilà, faites-le quelques jours et après partez sur le modèle de véhicule qui vous convient. Et d'une manière générale, c'est toujours bien, avant de partir pour un long voyage de quelques semaines, d'aller tester votre véhicule le temps d'un week-end ou 3-4 jours, voir si tout fonctionne bien et s'il y a pas de, voir si vous n'avez pas de soucis au niveau moteur ni au niveau celluleux. Je vais mettre un commentaire sur Park Fortnite. Bon, naturellement, c'est des choses qui risquent de vous arriver, de vous faire réveiller, soit par des cloches, soit par quelqu'un qui joue de la guitare électrique sur un parking à 3h du matin. Oui. Ça sent le vécu. True story. Ou vous réveiller sur un parking de supermarché parce que vous aurez pas réussi à trouver un spot la veille. On va dire que ça fait partie du charme du voyage. D'ailleurs, nous, on termine cette vidéo à côté des morts, comme ça les voisins, ils dérangent pas. En tout cas, on vous le redit, vous retrouverez une playlist complète pour bien débuter vos voyages en camping-car. Elle s'affiche dans la description de la vidéo. Vous aurez tous les thèmes approfondis, la sécurité, le stationnement, les services, etc. On remercie Trigano pour le prêt de ce véhicule Challenger 384 version étape qui nous a permis de tourner correctement cette vidéo parce que notre véhicule est un petit peu trop vieux, donc un peu moins représentatif de ce que vous pouvez avoir vous quand vous allez débuter en camping-car. Puis on remercie aussi Bluetee, le sponsor de cette vidéo qui nous permet de vous la réaliser. Vous retrouverez encore une fois nos liens affiliés dans la description de la vidéo. Si vous projetez un achat, n'hésitez pas à passer par ces liens, à cliquer directement sur ceux-ci. C'est comme ça aussi que vous soutiendrez la chaîne puisqu'on touche une petite commission. C'est ce qui nous permet de vous réaliser encore d'autres vidéos. Et on se retrouve tout de suite ici, Simon. Oui, sur toi, sur le bout de ton nez. On vous emmène avec nous là dans notre petit camping-car pour vous dire ce qui est utile et ce qu'il ne faut pas prendre pour voyager en camping-car. Vous savez, on vous en a parlé, les indispensables, la checklist. Vous retrouverez tout ici. À très vite. À bon voyageur. Salut.